Renault ist ja nicht die einzige, die entstanden ist durch die zweite Kanalisierung des Rheins. Mais en fait, l'île de Rhino, ce n'est pas la seule qui avait été, disons, créée suite aux aménagements du Rhin. Wir haben zunächst eine große, lange Insel zwischen Merkt und Breisach mit 50 Kilometern. Il existe plus au sud, donc d'abord la très grande île du Rhin. Von Borgheim bis Margolsheim sind es 7 Kilometer. Oui. Vers le nord, du côté de Markolsheim, c'est donc la grande île du Rhin entre Kems et Neuf-Brisach, c'est 50 km. Jusqu'au niveau de Markolsheim, c'est 7 km. Hier sind es dann 10,5 zwischen Schönau und Rhinau. Entre Schönau et Rhino, ça fait une dizaine de kilomètres. Von Oppenheim bis Kraft sind es dann nochmal 6 Kilometer in. Vers Kraft, encore en aval, s'ajoute encore 6 à 7 kilomètres. Und vom Altenheimer Hof bis zum Kronenhof Kehl nochmal 6,5 Kilometer. Jusqu'à Kehl, pour accéder à Kehl, il s'ajoute encore 6 à 7 kilomètres. Als Landschaftsgeschichtler bin ich am Rhein bestens betraut. Ich habe für die Gemeinden Weisweil und Rhein und Oberhausen die Rheingeschichte verfasst. Il a souvent été impliqué dans la restitution de l'historique du cours du Rhin, aussi pour la commune de Weisweil et autres. Und heute betrachten wir mal den Rhein insgesamt, auch speziell die Ile de Rhino. Oui. Donc on va voir d'abord l'historique du Rhin dans son ensemble, en mettant l'accent bien sûr sur l'île du Rhin, l'île de Rhino. Aus der Sichtweise des Landschaftsgeschichtlers, das ganz Konkrete, die Standortgeschichte der Insel, da wäre die Regina Ostermann die richtige Person. Vielleicht kann sie das mit Ihnen zusammen auch mal besprechen. Oui, donc Regina Ostermann, c'est une collègue qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Elle-même, elle avait été impliquée dans une recherche sur l'historique de l'île de Rhino. Donc, pour le déroulement de la conférence de ce soir, on a fait un petit contenu de la chronologie de notre présentation. Donc, on va démarrer avec une brève introduction. On passera aux sources pour restituer cet historique. Plus loin, on passera aussi le Rhin. On considérera le Rhin comme facteur de prospérité, mais aussi de menaces par rapport aux crues et ainsi de suite. Et on verra aussi bien sûr tous les grands travaux de l'époque contemporaine qui ont contribué donc à remodeler l'histoire du fleuve. Et on passera aux perspectives à titre de conclusion. Oui. Concernant l'historique et la délimitation du site, en fait, disons les sources dont on dispose pour savoir comment se présentait le Rhin par le passé, effectivement. Donc, plus on recule dans l'histoire, moins il y a d'éléments sur lesquels on peut juger de l'historique du fleuve. Donc, comme élément, comme source, il y a parfois des documents cartographiques. Pour la région, les seuls documents cartographiques disponibles remontent, disons, les plus vieux remonteraient à l'époque romaine. Et vous voyez, c'est un extrait de la carte de l'itinéraire Aria Romana qui a été produite vers 350 après Jésus-Christ. Et donc, dans cette carte, il y a seule figure Strasbourg et Île, comme les seules indications des cartes romaines. C'était pour la région, c'était Strasbourg, le nom latin, je crois que c'est Arcantorel. Et puis Île figure aussi sur cette carte, indiquée
Et donc, à l'époque, on représentait le Rhin en fait comme une longue ligne relativement droite. Et bien sûr, il n'y avait personne pour venir cartographier à cette époque. Eine der ganz frühen Darstellungen ihrer Heimat, ihrer Landschaft, kommt von dem Straßburger Festungsbaumeister und Seitensticker Daniel Schwecklin, der diese Karte hier konzipiert hat. Und Schönau oder Rhenau sind da zum ersten Mal auf einer Landkarte erwähnt. Cette carte de Schwecklin, c'est la première en fait qui mentionne la présence de Schönau et de Rhinau. Et donc cette carte remonte au XVIe siècle. Es ist also die Mutter aller Landkarten des Oberrheins. Et donc c'est vraiment le premier document cartographique fiable pour le Rhin supérieur. Ouais. Oui, et donc comme également, donc on passe là au XVIIIe siècle, vers 1700, mais c'est un plan de Rhinau non daté. On pense que ça remonte au XVIIIe siècle, donc 1700, peut-être 1720 ou 1750. Et donc sur ce plan, donc à droite, vous avez un agrandissement du plan de Rhinau. La croix qui figure sur cette carte, c'est l'emplacement de cette salle. Donc la salle Jeanne d'Arc, vous reconnaissez, donc au niveau du Rhin, il y avait ce qu'on appelait une redoute ou un corps de garde. Et vous reconnaissez, bon, je ne sais pas si on peut le montrer sur le... Le Brunnenwasser. Ah, da. Ist so. Das ist, ja, warte. Ça, c'est le militaire, le Brunnenwasser à l'époque. Et donc, l'ensemble du village était concentré sur cette partie, donc il n'y avait pas encore d'habitation ou quoi que ce soit, rue du Couvent ou rue du Rhin. Donc ça, c'est grossièrement l'emplacement de la salle Jeanne d'Arc. Et donc, et voilà comment se présentait Rhinau à l'époque. La place de l'Europe, je crois que ce serait à peu près cette section. Plus haut. C'est pas là. Ah oui, donc la place de l'Europe. Parce que le morceau de rue qu'on voit descendre, celle-là, elle existe encore. Oui. Ça, c'est le morceau qui existe encore. Oui, donc c'est les platanes. Les platanes, c'est le marché. Le marché, la place de l'Europe, en fait, c'est celle-là. Et donc, à l'époque, l'église devait être là. Donc, vous voyez un peu, si on compare avec Rhinau actuellement, c'est tout à fait différent. Et comme autre document disponible pour un peu s'imaginer ou restituer le paysage de l'époque, il y a parfois des peintures, des tableaux. Les plus connus, c'est ceux de Biermann, qui représentent le Rhin au niveau de Istein. Et vous devinez ici ce dédale de bras en amont du Rhin. Aus der Gegenrichtung betrachtet, Et, sieht so aus. ah oui, donc la barre d'Istein vue dans l'autre sens, avec les vignobles de la barre d'Istein. Und hier die Veitskapelle am Isteiner Klotz. Et la chapelle incrustée dans le versant. Plus près de nous, c'est une peinture qui reproduit une partie du Kaiserstuhl Sponeck. En arrière-fond, ce sont les Vosges. Peut-être qu'on devine le Climont, le Tenchel en arrière-fond. Et donc c'est ainsi que était représenté le Rhin au niveau de Sponeck-Markolsheim. Une autre vue, ici vous avez le Limbourg, que vous connaissez, c'est aussi près du passage Salzburg-Markolsheim, un extrait de la carte. À gauche, vous avez le Kaiserstuhl avec les vignobles. À droite, ce serait donc de l'autre côté, c'est Markolsheim. Et donc c'est un peu comme
le peintre représentait un peu la rivière, le fleuve, quoi, comment il se présentait à l'époque. Une autre vue donc, pour Strasbourg, le passage de la douane de Strasbourg vers 1804. Okay. Oui. Das war die Rheinbrücke in Straßburg, die sogenannte Lange Brücke. Oui, le long pont. Et pour la région ici, on a détecté une ancienne carte qui en fait reproduisait l'organisation d'une chasse pour le district de Ettenheim. Es ist die älteste Karte, die ihre Heimat hier abbildet. Also es ist also eine Abbildung, nicht Landkarte, sondern eine Darstellung eines Prozesses. Oui, donc c'est pas directement une carte, mais c'est une représentation qui met en valeur donc, le paysage de l'époque. Et sur ces cartes, vous voyez la limite du banc de Rhino qui jouxte la route près de Capelle. Vous voyez aussi dans la carte figure le mot ligne des rabatteurs. Donc ils avaient déjà des rabatteurs pour aller à la chasse. Et donc c'est une carte, donc une esquisse du secteur entre Rhino et Rust. Irgendwie gab es da Krach oder Streit mit dem Bischof von Straßburg, das war ein Fürstenberger zur damaligen Zeit, der hier eskaliert ist. Wohl war die Jagdausübung nicht unbedingt klar, wer hier zu jagen hat. À l'époque, Rhino dépendait de l'évêché de Strasbourg et il y a eu un conflit au sujet justement de l'exercice de la chasse dans le secteur avec l'évêché de Strasbourg. Jo, Hubert zeichnet diese Karte von Chalapet bis Straßburg und wir haben Ihnen hier den Ausschnitt für den Bereich Schönau bis Rhenau. Nein, von Salzbach bis Rhenau. Hier Sponeck dargestellt, Limburg. Da fließt der Rhein noch ziemlich nah bei Rheinhausen, bei Oberhausen vorbei. Hier eine der ganz alten Darstellungen, dass Rhenau rechtsrheinisch ein großer Teil der Gemeinde, des Gemeindegebiets liegen hat. Dans cet agrandissement de cet extrait de carte du géomètre Hubert, vous voyez donc le secteur entre, en gros, Markolsheim et Rhino, un peu le tracé du Rhin comme le cartographe le considérait, et sur cette carte à droite, en bas figure la frontière, la limite du banc communal de Rhino du côté allemand. Ici en bas à droite. Der Oberrhein ist in zwei morphologische Bereiche eingeteilt, in die Mäanderzone, die bei Rastatt beginnt und bis Mainz irgendwo geht, wo der Rhein in großen Bögen in Mäandern fließt, und südlich von Rastatt die Forkationszone in vielen einzelnen Ästen mit vielen Inseln. Und diese Zone ist hier. Oui. Donc le Rhin, grossièrement, les hydrologues le définissent, l'identifient deux sections principales. En aval, c'est une section où, disons, la topographie est beaucoup plus plane. On a des méandres. Et en amont, donc au niveau de Rhino, entre autres, c'est celui de la section des chenaux anastomosés. Donc ce réseau d'anastomoses qu'on devine là sur ces cartes. Donc vraiment un détail de bras. Diese Karte hier zeigt es noch deutlicher, noch näher betrachtet, die Vielzahl von Inseln und in dem Fall die Besonderheit, ist die Gegend von Schönau, die Besonderheit hier, dass auf der Seite noch des Talweges ein Potäscher Hof von Weißweil her zugehörig noch liegt, zur damaligen Zeit, aber dann spätestens als der Rhein-Seitenkanal, der Traunkanal, errichtet wurde, im Wasser untergeht. Oui. Donc ici cet extrait correspondrait un peu en gros
au sud de l'île de Rhino actuellement. Et donc vous voyez Chenot, et vous remarquez ici en gros une ferme isolée qui en fait faisait partie de Weisweil, mais qui se trouvait rive gauche du Rhin. C'est un peu le contraire de ce qu'on a à Rhino, avec les territoires du côté allemand. À l'époque, donc la commune de Weisweil avait des territoires du côté français, et c'était le cas donc, de cette ferme isolée qui s'appelait Protectionhof. Schätzt die Gegend ungefähr, wo der Campingplatz von Schönau ist? En gros, ça correspond à l'emplacement du camping de Chenot actuellement. Ja. Eine französische Karte, ziemlich genau schon, die hier schon zum ersten Mal die Moulin de Rhénau abbildet. Die sehr alte Rheinauer Mühle. Oui, donc ici une carte française datant de 1743 et sur laquelle est reproduite l'emplacement du moulin de Rhino. À gauche, vous avez Rhino et à droite, vous avez Chenot. Nochmals eine ähnliche Karte französischen Ursprungs. Es war immer wichtig für die französischen Behörden, für die Verwaltung, die Grenzgegend am Rhein genau kartografisch darzustellen. Das hat auch den folgenden Grund, dass der Talweg zu allen Zeiten, also der Schifffahrtstalweg zu allen Zeiten, die hoheitliche Grenze zwischen dem Königreich Frankreich und den deutschen Staaten rechtsrheinisch abgebildet hat. Également une carte française 30 ans plus tard par rapport à la précédente. Et à l'époque, donc, il importait pour les autorités françaises d'avoir un peu des données, disons, cartographiques relativement précises, indiquant l'emplacement de la frontière et entre la France et l'Allemagne, puisqu'à l'époque, l'Alsace était déjà française. Et donc, reproduite sur cette carte en rouge, c'est la frontière qui correspondait en fait au Talweg principal du Chenal du Rhin. Zunächst war es so, dass der Talweg, wie gesagt, die Hoheitsgrenze gebildet hat und alle Inseln, die auf der Seite des Talwegs oder auf der anderen Seite des Talwegs gelegen waren, da durften die jeweiligen französischen Bürger oder die Bürger der deutschen Staaten ihre Tiere hinbringen. Die Insel waren vielmals Viehtrieb, sofern das Wasser mitgespielt hat, oder zum Gewinnen von Faschinen für Dämme. Ah oui. À l'époque, donc, il y avait une convention disant que les habitants des villages limitrophes avaient accès à ces îles pour les exploiter de manière économique, donc soit pour y faire paître du bétail, ou alors pour l'exploiter pour la collecte de bois. Donc il y avait une législation qui prévoyait donc que les îles du Rhin étaient à disposition des riverains. Im polnischen Thronfolgerkrieg 1738 ging es dann mehr ins Detail und von französischer Seite war man interessiert, nicht nur die Abgrenzung des Hoheitsgebietes, was der Talweg war, sondern auch der Gemeinden noch abzubilden. Und das geschieht dann um 1790, 1800 rum. Sie sehen da so eine rote Linie. Ne? Das war zum Beispiel jetzt die Grenze zwischen Schönau, der Gemeinde, wohlgemerkt, zwischen Schönau und Weisweil. Donc les cartes qui ont suivi donc, sont encore un peu plus précises et avaient pour objet aussi de délimiter les bancs communaux. Donc ici reproduit en rouge, par exemple la limite du banc communal de Chenot à l'époque. Das hat natürlich die komplizierte Situation gebracht, dass zum Beispiel diese Insel, die zwar in Frankreich lag, aber nach wie vor den Weißweilern gehört hat. Oui, donc cette île, cette section qui vient de montrer, en fait, le cours du Rhin passait à l'est, et donc, alors que cette section était propriétaire de la commune de Weisweil. Donc, parfois, le tracé de ces limites communales était très complexe et menait à des complications. Jetzt sind wir jetzt hier, in der Gegend von Rheinau, gegenüber Kappel, wo dann der Rheinauer Bahn bald
bald bis an die ersten Häuser von Krabbe Oui, gereicht donc à hat. cette époque, donc vous voyez la limite du banc communal de Rhino qui mord pratiquement sur le secteur de Capelle. Donc c'est tout près en fait des habitations. So. Jetzt wieder bei hier. Fangst du an? Ja, die ersten Bilder, die Sie sehen, die stammen aus Straßburg vom Fischermeister Leonhard Baldner. Das ist die Persönlichkeit, die die frühesten Abbildungen, und zwar in einem Buch, das Vogel-, Tier- und Fischbuch hieß, die frühesten Abbildungen von allem, was hier kreucht und fleucht, uns bietet aus dem Jahr 1665. C'est un extrait d'un ouvrage pratiquement du premier naturaliste alsacien qui a œuvré dans notre région et son nom c'était Baldner et donc qui décrivait toutes les espèces qu'on trouvait ici le long du Rhin. Die Auswahl, die kleine, die wir hier bieten, ist oben eben der Lachs, der Salm, En haut, vous avez le saumon, der Maifisch, la grande alose. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs parmi vous qui connaissent la grande alose. ein Fisch, der in so großer Anzahl hier ankam, dass die Fischer die Fische in die Vorwerke verladen mussten. Zentnerweise Fische in den Netzen waren. Mittlerweile ist er ausgerottet. Ja. Oui, donc c'est un poisson, donc la grande alose, qui était tellement abondante à l'époque qu'ils ne savaient plus comment s'en débarrasser, alors qu'actuellement, donc cette espèce a pratiquement disparu du cours du Rhin. Und noch mal ein Krebs, die Lieblingsspeise der Mönche. Et donc l'écrevisse aussi, qui était un des menus préférés des moines. Das machst du gut. Oui, donc là, quelques illustrations pour vous montrer les pratiques de la pêche à l'époque, disons les moyens dont disposaient les pêcheurs. La pêche avait un rôle important, surtout au niveau de Rhino et autres communes riveraines. Et donc vous voyez un peu les techniques utilisées, les pêches au filet, les nasses à poissons, parfois la pêche au trident. Il y a des termes Staubernais donc, qui ne sont plus du tout utilisés actuellement. Et la pêche au carlet aussi. Donc c'était des moyens pour pêcher le long du Rhin. Nun, die Schifffahrt, die ganz kurz vor der Rheinbegradigung noch bestand. Hier ein kleines Bild, wie so ein Raddampfer an der Burg Limburg vorbeifährt. Là, on pourrait se représenter comment donc, la navigation à cette époque, la hotellerie. Donc vous voyez une illustration en haut à droite, et vous vous imaginez aussi combien c'était compliqué de naviguer sur le Rhin avec tous ces bras. Mais c'était vraiment donc, un moyen de se déplacer. Et donc vous voyez même qu'il y a des tarifs des voyageurs qui utilisaient les bateaux du Rhin. Et en bas, la flèche rouge, donc c'est pour les tarifs quand on se déplaçait de Strasbourg à Rhino, qui figurent dans ce tableau. Also dieser Service Général de Navigation bestand zwischen den Jahren 1638 und 42. Dann hört es auf, denn dann wird er einbegradigt. Und dann wird das hier eine riesige Baustelle. Es war dann so, dass die Bergfahrt mit so einem Dampfer 16 Stunden gedauert hat und die Talfahrt 6 bis 7 Stunden. Ah oui, disons, avec ce type de péniche, donc de bateau à l'époque, pour remonter le Rhin, 16 Stunden auf welchem Abschnitt? Straßburg-Basel. 16 Tage dann. Na stimmt. Nein, das war Dampfbetrieb. Donc là, apparemment, en 16 heures, donc c'était rapide, quoi. Disons, contre le courant, beaucoup plus, quoi. Mais avec le courant, c'était rapide, quoi. Also man konnte nebenher laufen. So. Das nächste Thema. Mühlen. Oui, donc, Mühlen, Rheinmühlen. Also Mühlenwerke, die nur mit Rheinwasser betrieben wurden. Also nicht mit der Ischat oder Ill oder Elz oder sonst was, sondern das war eigentlich
eine heiße Geschichte, denn in dem Rhein war nicht zu spaßen. Oui, donc les moulins du Rhin, donc c'était vraiment un cas très particulier parce que le Rhin, qui est comme rivière assez fougueuse, compliquait singulièrement donc la pratique des moulins. Oui, merci. Et donc, So, ja. Ich habe auch vorhin erwähnt, dass der Rhein die Mühlen angetrieben hat und nach einem Hochwasser sah natürlich die Welt wieder ganz anders aus. Wo es vorher noch möglich war, das Wasser irgendwo kurz oberhalb der Mühle abzuleiten, war das womöglich nach dem nächsten Hochwasser nicht mehr möglich, weil die Zuleitung zugeschüttet war. Einige relativ lange Zeit dauerte die Zuleitung von Arzenheim oben runter. Dazu, das sehen Sie ja. Da wurde das Wasser abgeleitet, um dann zunächst zur Arzenheimer Mühle zu führen. Padotzky-Mühle hieß es auch später noch. Dann 2 Mühlen in Wadelsheim und Mackenheim und so weiter, Schönau. Und unten, oberhalb Rhenau, wieder die Zuführung in den Rhein. Also dieser Abschnitt ist der Abschnitt, wo es wieder zurückgeht in den Rhein, und der Abschnitt hier, wo es rausgeht. Und hier noch dick dargestellt, dick in Blau, ein Rheindamm. oui. Donc à l'époque, pour les moulins, c'était compliqué, surtout la gestion de ces moulins par rapport aux hautes eaux. Chaque fois qu'il y avait un phénomène de crue, ces dérivations pouvaient disparaître du jour au lendemain. Donc il fallait prévoir justement de décaler un peu l'eau du Rhin, de la dévier pour l'évacuer vers le nord, en parallèle pratiquement au Rhin. Donc là, on voit la dérivation au niveau de Arzenheim, donc c'est en amont de Markholzheim. Ils ont fait une connexion avec le Mühlbach, qui alors s'écoule jusque vers... il passe à l'ouest de Schönau, et pour rejoindre le Rhin entre Dibolzheim et Schönau, cette connexion. Et sur cette carte figure aussi enfoncée cette ligne. En fait, c'était une digue qui avait été érigée pour protéger déjà cette zone à l'ouest du Rhin. Was mich da amüsiert hat, dass dieser grandiose französische Kartograf Cassini so weit in der Sprache entwickelt war, dass er sogar Umlaute oder scharf S schreiben konnte. Das geht heute nicht. Oui, donc Cassini veillait déjà à avoir l'orthographe correcte des villages en mettant les Schönau et puis. War ein Spaß, ne? So. Ja, Nummer. Der Mühle von Schönau, von Rhenau näher. Ja. Es gibt 2 Abbildungen von diesem längst untergegangenen Werk. Der alten Mühle von Rhenau. 1470 wird sie zum ersten Mal erwähnt, befindet sich 6 Kilometer südlich von Rhenau selbst, also weit, weit weg, in der Einsamkeit und in der Gefahr des Rheinhochwassers zu allen Zeiten. Oui, la première mention du moulin de Rhinau remonte à 1470 et ce moulin se trouvait déjà à l'époque donc 6 km en amont de Rhinau. Ja, in ihrer Blütezeit war sie von der Familie Siegwald, die aus Schönau kamen. Müller sind ja ein spezielles Adelsgeschlecht, wo einer dem anderen weiter verehrt. Mühlen sind getauscht und durch das Heiraten in gleichen Händen geblieben. Und so war die Familie Siegwald oder die Familie, ja, die auf jeden Fall war sehr bedeutend hier am Start. Oui, donc, Wachenheim noch, Familie Wachenheim. oui, donc, Après, waren die letzten. oui,
Das waren die Donc letzten. il y avait vraiment de génération en génération, donc des meuniers, des familles de meuniers qui étaient impliquées et dont les noms, en partie, il y avait Siebald Ja. et puis Barn. Also mit der Rheinkanalisierung wird es dann immer schwieriger. Wir haben noch ein Bild nachher von der Zeit, wo dann schon der korrigierte Rhein zu sehen ist. Ansonsten war es so, dass es nach 1852 war ein riesen Hochwasser hier. Da waren sie noch nicht so betroffen. Dann gibt es ein ganz schlimmes Hochwasser 1876, also dann schon nach der Rheinbegradigung, wo in Schönau Dämme brechen und die Mühle in Rheinau fast weggerissen wird. 1882 nochmal ein fürchterliches, hier vielleicht nicht ganz so nach den Urkunden und nach den Überlieferungen zu urteilen, aber schlimm genug. Es war wohl in Köln das Schlimmste, 1882, und dann 1890 brennt das Haus noch und dann war fertig. Donc une succession d'épisodes de hautes eaux étalés sur 2-3 décennies a donc mis à mal donc la présence du moulin, notamment les hautes eaux de 1882 qui sont entrées dans l'histoire. Et donc ça a apporté, disons, ça a mis un terme à l'activité de ce moulin. La maison existe encore. La maison du moulin a été reconstruite à Rhino. Ah oui, das Haus von dem Müller wurde in Rhinau wieder errichtet. On descend de la rue Béatrice-Hernandez. Oui. À gauche. La maison alsacienne. Ah oui. Ouais. Donc c'est bien, merci pour ce complément d'information, Marcel. Et la croix, Ouais. la croix qui se trouve près de l'office du tourisme. Ça, c'est l'ancienne croix du moulin. Ah oui, Sauf que les pas et les jambes ne sont pas des croix. Et sur la croix figurent les initiales des propriétaires de l'époque. Ah oui, Siebald, oui. Elle est là, au bord de l'office du tourisme. Also ungefähr um 1800 geht es so langsam auf die Bereinigung der hydrologischen Verhältnisse am Rhein zu. Es ist natürlich auch das Frankreich nach der Revolution ein anderes wie vorher. Die Staatsgrenze spielt eine andere Rolle als vor der Revolution. Und derartige Kartenwerke entstehen dann, die genau die Zustände ermitteln, um dann, wenn es soweit ist, gute Verhandlungspositionen zu haben. Gleichzeitig war das daneben liegende Land Baden durchs Heiraten, das war ja der Großherzog war mit einer Adoptivtochter von Napoleon Bonaparte verheiratet, und der Einfluss in Karlsruhe von Paris, der Paris-Einfluss war sehr groß, und es finden dann umfangreiche Vermessungen wie diese hier statt, und es kommt da zur Begradigung und zur Vereinfachung der vielen, vielen Grenzzeichen, die bis dahin entlang des Rheins gestanden haben. Oui, donc il importait vraiment aussi pour les autorités françaises à l'époque de pouvoir disposer de bons documents cartographiques représentant vraiment le tracé de manière très fiable, le tracé de la frontière de l'époque. Donc les différentes bornes ont été érigées le long du fleuve, donc il y avait des opérations d'arpentage et de balisage qui ont été menées à cette époque et qui restituent assez fidèlement donc, le cours du Rhin de cette époque. Was sich dann hier so 28 Jahre getan hat, das hat mit dieser Persönlichkeit, mit diesem Herrn zu tun, den ich so mal ganz schnell als Universalingenieur bezeichnen möchte. Ich lese mal kurz vor, mancher wird sich wundern und staunen, was man damals alles können musste, um in eine gute Stellung zu gelangen und Einfluss zu bekommen. Also, Salinenbau wurde studiert in Rotenburg ob der Tauber, Geologie, Mineralogie, Bergbau in Sachsen und Freiberg. Dann in Paris Flussbau, Hydrologie und auch Staatswesen. Dann kommen Schweizer Jahre an der Limmat, schon
Sporen zu verdienen. Je veux juste résumer. Donc, à l'époque, donc l'ingénieur Toula, c'était un enseignement très très polyvalent. Il fallait un peu couvrir toutes les disciplines, de la géométrie, en passant par la géologie, l'hydrologie, notamment. Toula a d'ailleurs fait des études à Paris à l'époque pour être hydrologiste aussi. Wird Gründer eines Polytechnikums in Karlsruhe und dann eben 1812 diese Denkschrift hier. Und da klopft die Flöcke ein. Oui, c'est ce traité qu'on lui doit, qui remonte à l'année 1812. 1812. Oui, 1812. Donc c'est un traité qu'on doit à l'ingénieur Toula sur la rectification du Rhin. Ja, nach den Frieden von der Revolutionskriege kommt es dann zu den ersten Projekten hier am Oberrhein. So. Und zwar als wichtigste Gründe war die Schiffbarmachung des um 81 Kilometer verkürzten Oberrheins auf der Agenda. Oui, une des priorités, c'était donc de rendre le Rhin navigable à cette époque, en réduisant aussi les distances, puisque le Rhin, c'était d'abord un réseau de méandres et autres, et donc essayer d'être beaucoup plus court en coupant en gros ces méandres. Für Land- und Forstwirtschaft waren Flächen zu generieren, die ansonsten immer unter Wasser standen. En même temps, une autre motivation, c'était donc de gagner du terrain qui autrement est régulièrement inondé, donc pour l'agriculture notamment. Durch die aquatische Situation war der Bereich hier immer ein Seuchenherd. Zum Beispiel die Malaria war gang und gäbe. Oui, à cette époque-là, donc cette section du Rhin, ou pratiquement toutes les zones alluviales, étaient aussi infestées entre autres, par la malaria. Dann war durch diplomatisches Geschick ein gerechter, ein fairer Ausgleich für künftige Fußballmaßnahmen zu finden, dass keine der beiden Staaten und keine der beiden oder keine der anliegenden Gemeinden große Nachteile erfahren sollten. Oui, il fallait aussi trouver un consensus pour les communes riveraines des deux côtés du Rhin. Starb natürlich dann schon 1828 in Paris an einer Gallenstein-Operation und Roth am Cimetière Montmartre. Oui, il est décédé à Paris et d'ailleurs enterré au cimetière de Montmartre. Il y a sa tombe. Noch an seinem Todesjahr entsteht die erste durchgehend fabrizierte Karte der Rheinsituation, die Sie hier sehen. Voilà un extrait disons, c'est l'année où il est mort, donc a été publiée cette carte qui retrace pour l'ensemble du cours du Rhin, du Rhin supérieur. Hier die Karte, 10 Jahre später entstanden, noch vor Beginn der Korrektion, denn man war auf staatlicher Ebene noch nicht einig, das wird erst 2 Jahre später sein. Diese Karte mit der Trace Rouge eingetragen, wie der künftige Stromverlauf zu sein hat. Donc une carte 10 ans plus tard qui a été publiée avec représentant le tracé tel qu'il a été défini pour ces travaux, donc en rouge, donc le tracé rouge. 1840 kommt es zur staatlichen Einigung und 1842 beginnen die Begradigungsmaßnahmen. En réalité, donc, les travaux ont démarré en 1842. Auf die Weise, dass nicht wie nördlich von Rastatt Durchstiche gemacht wurde, sondern zunächst damit begonnen, an Stellen, wo es möglich war, Leitdämme zu errichten. Oui, donc on a essayé de corriger le cours du Rhin principal en édifiant des digues qui orientaient le courant. Zum Beispiel hier
Hier einer und hier einer. Donc un exemple donc, de mise en place de digues pour un peu déjà concentrer le courant. Das war die Methode. Da, wo es ging, wo fester Boden war, Dämme zu errichten, von einem Ende der Insel bis zur nächsten. Das waren über viele Jahre die einzigen, also mit Maschinenbau, die einzigen technischen Einrichtungen, die zunächst gemacht wurden. Oui, donc on procédait par tronçon, notamment donc dans les secteurs où c'était faisable par rapport au substrat, et donc pour un peu orienter le courant principal. Eben wie gesagt, derartige Bauwerke, Dämme aufgesetzt und am Ende der Insel war dann zunächst mal Schluss. Oui, donc pour ces travaux, donc, il a fallu édifier des digues et mettre en place divers ouvrages. Das war der nächste Schritt. Nachdem die Leihdämme soweit angefertigt waren, ging es dazu, die offenen Stellen zu verschließen. Denn in der Zwischenzeit sollte ja so viel Wasser mit Sediment einströmen, damit sich die Landschaft hinter den Dämmen nochmals mit Erde füllt. Vielmals waren sie auch tiefe Löcher oder so. Und dann ging es an den Verschluss dieser Öffnungen, wie Sie hier sehen. Voilà, das war nichts. Mit Körben. Oui, donc il fallait en même temps, donc, dans une prochaine étape, compléter avec différents ouvrages, notamment il fallait boucher et court-circuiter les méandres et les bras annexes en les fermant avec des gabions, comme vous les voyez sur cette image. So war es dann so, dass 1872, also wir haben ja hier Rhinau, der Strom ziemlich im neuen Bett verlaufen ist und ziemlich die Dämme auch lückenlos geschlossen waren, mit einigen Öffnungen natürlich noch. Oui, donc voilà comment se présentait donc, le cours du Rhin après la conclusion de ces travaux en 1872. Et donc l'essentiel du courant du Rhin était véhiculé donc, par le cours principal. So, also nochmals die Situation der Rhinauer Mühle nach der Fertigstellung der Rheinbegradigung. Ici, donc, reproduit le moulin de Rhino après les aménagements de Toula. Vous voyez l'emplacement. Die Mühle war so bedeutend, weit und breit die größte, bis zu ihrem Untergang, eben nach der Begradigung. Sie hatte zwei Mahlgänge, sie hatte 4 oder 5 Reibebette. Das sagt Ihnen vielleicht nichts, da wurde Hanf gerieben. Das war das Einzige, was man zum Anziehen damals hatte. Oui, on l'utilisait aussi, le moulin, celui de Rhino, c'était un des plus importants, aussi pour le chanvre, pour nettoyer le chanvre. Oui, ça. Also Hanf hatte eine große Rolle gespielt als Sonderkultur, links und rechts des Rheins, denn es gab ja nichts anderes, um Textilien herzustellen. Und dann, was dann noch war, bis zum Untergang der Mühle, es waren 2 Dreschwerke, zum Getreide zu dreschen. Weit und breit die einzige. Oui, donc il y avait aussi associé au moulin donc un genre de batteuse pour les céréales. Das war eben nochmals zur Erinnerung an die Müller-Familie Siegwald. Oui, donc c'est la croix qui avait été mentionnée. Ja, das ist jetzt die Gegend, gerade 300, 400 Meter östlich von uns, wie wir hier sitzen. Die Situation draußen am Rhein. Wie sich das gestellt hat, um das Jahr 1900, sagen wir mal. Es war so,
Tulla war ein genialer Ingenieur, aber eins konnte er nicht wissen, dass nördlich von Breisach das Gefälle abnimmt und der Kies und der Sand, der durch den Strom in Breisach ankam, so nach und nach ab Saasbach bis hier und weiter runter sich abgelagert hat. Und das, was man eigentlich wollte, was bezweckt war, den Rhein schiffbar zu machen, als Schifffahrtslinie, da war natürlich Basel auch sehr interessiert, das fand nicht statt. Mais pour rendre le Rhin navigable, en fait, Toula n'avait pas pris en considération, on n'était pas conscient du fait que en aval de Breisach, donc le profil est de plus en plus doux, donc avec beaucoup moins de courant et donc un autre phénomène d'accumulation et avec tous les sédiments qui venaient se déposer puisqu'il n'y avait plus assez de courant. Kleiner Exkurs. Das Gefälle von Basel bis Straßburg ist genauso hoch wie Münster. 142 Meter. Oui, la différence de niveau entre Bâle et Strasbourg, c'est à peu près 142 mètres la taille de la cathédrale. Entre Bâle et Strasbourg. Donc c'est le profil en long du Rhin sur ce tronçon. Also wie gesagt, der Rhein war nicht mehr schiffbar und deswegen war es so, dass die eingerichtete Rheinfähre zwischen Drenau und Kappel, die ja hier war, circa 4-mal am Tag geöffnet werden musste. 4 bis 5 Mal war ein Schiff entweder tal- oder bergwärts unterwegs. Also es waren wahrscheinlich sehr flache Kähne. Und nun war der Plan, ein schiffbares Rheinbett zu errichten. Und diese ganzen Dinge, die Sie hier sehen, diese Striche, sind ja Steinwerke, die eingebracht wurden. Oui, donc il importait de modifier le lit du Rhin pour le rendre navigable et les ouvrages qu'on voit sur ce plan, en fait, ces traits, ce sont les fameuses les épis du fleuve pour concentrer le courant. Et vous voyez en brun aussi ce qu'on appelait les Kiesbank, les bancs de sable. Zwischen 1907 und 1930 war Straßburg so weit eingerichtet, dass Schiffe von Norden Straßburg erreichten. 1931 beginnt man von Straßburg südwärts diese Schifffahrtslinie einzurichten. Das war also so, dass an 318 Tagen und bei mindestens 540 Kubikmeter in der Sekunde bei Basel Schiffe fahren konnten. Es war eine Schifffahrt, eine Breite einzurichten von 75 Meter und mindestens 2 Meter Tiefe. Und das hätte man dadurch erreicht mit dem, was Sie hier sehen. Zum einen Grundschwellen, wie die reinkommen, sieht man nachher auf den Bildern. Also dass sich der Boden des Rheins beruhigt, beziehungsweise die ganze Erosion unterbleibt. Und seitlich diese Eingrenzung auf 75 Meter. Also von hier und von hier. Das sind wohl die 75 Meter, was Sie hier sehen, in braun, sind Sandanlagerungen. Les Kiesbank, moi je me souviens encore de l'époque, les bancs de sable. Et donc le chenal devait avoir au moins une largeur minimum de 60 mètres. Le problème de construire ce chenal a été parce qu'il y avait des épis partout, il y avait des îlots qui s'étaient posés par les sédiments. Oui, disons. Et en fin de compte, ils ont fait aucun travaux. C'est le cours du Rhin qui a déplacé tous ces graviers par la mise en place de ces épis. Et donc, c'est le Rhin qui a fait tout le boulot. Oui, donc il comptait sur la contribution du Rhin pour. Il déplaçait le gravier automatiquement. Et là, on devine aussi l'ancienne digue de Toula, à Rhino, là. Donc, oui, il y avait 2 îles, juste à l'amont du bac. 2 îlots qui étaient pratiquement ensemble. Noch ein paar Bemerkungen zur Fähre selbst. Die wurde 1872 eingerichtet mit 31 Holzpontons und war 215 Meter lang von einer Rheinseite zur anderen. Donc un bac a été édifié
large de 215 mètres, 215 Meter. Ouais, donc avec des pontons. Da gibt es ein bisschen Statistik. 1874 gab es an Personen, Rüber- und Überbewegungen 88.000. Oui, le trafic, il comptabilisait le trafic d'un côté sur l'autre, 88 000 pro Jahr. Im Jahr, ja. Oui, 88 000 personnes qui transitaient au niveau de Rhino. 26.000 Fuhrwerke, 30.000 Tiere. 26 000 engins et 30 000 animaux. Die Fähre wurde 1914 bis 1918 nach Germersheim verlegt, während des Ersten Weltkriegs. Pendant la Première Guerre mondiale, le bac a été transféré en aval vers Germersheim. 1920 kommt es zur Wiedereröffnung als Pontonbrücke. En 1920, donc ils ont édifié un beau bac avec des pontons. Ja, das war so zur Fähre noch was. Concernant l'historique du bac. Jetzt wieder zum Rheinbau. Kannst du verzeihen? Oui, donc donc tous ces travaux ont nécessité une très grande logistique. Entre autres, pour la mise en place des gabions, on utilisait des fascines de saule et on confectionnait des gabions qu'on mettait dans le lit du fleuve pour stabiliser le lit et les berges. Die sogenannten Senkwürste, die da entstanden sind, die hatten ein Gewicht von 80 bis 100 Zentnern. Donc le poids de ces gabions, c'était de 80 à 100 quintaux. D'autres prises de vue, donc documentant un peu la mise en place de ces ouvrages et les embarcations spéciales qui devaient être utilisées. Und nach dem Rheinbau nun noch was zur Schifffahrt, die er dann wieder einsetzen kann. Sie sehen hier ein sogenannter Dampfschlepper, ein paar Daten dazu. Kapitän, Steuermann, 3 Matrosen und sonst noch jedenfalls ca. 12 Leute waren auf so einem Dampfer drauf. Hatte so einen Radschlepper. Hatte eine Länge von 75 Meter, Breite von 9 Meter, über die Räder 21 Meter, also über die, man nennt sie auch Räderboote deswegen. Tiefgang von 1,75 Meter nur, eine Leistung von 1500 PS bei 2 Kesseln und 3 Zylindern. Dann eine Schleppfähigkeit von 5000 bis 6000 Tonnen. Und da waren eben 5 bis 7 Schleppkähne hinten angehängt. Oui, So donc ging's il remorquait encore d'autres péniches. Donc là, il vient de donner quelques éléments sur la puissance. Et l'équipage, c'était une dizaine de personnes. Le tirant d'eau, c'était à peu près 1,75 m. Mit diesem Giet fuhren die Steuermänner. So, nun zur zweiten Kanalisierung. Die Diskussion und die Überlegung, den Rhein mit einem Kraft- und Schifffahrtskanal linksrheinisch, also im Elsass, auszustatten, beginnt noch im 19. Jahrhundert und kriegt konkrete Pläne 1902 durch den Mühlhausener Architekten René Koechlin. Dès le début du XXe siècle, donc vers 1900, donc il y avait déjà des projets pour justement, d'une part, la navigation et pour l'utilisation hydroélectrique du Rhin. On doit à un ingénieur alsacien, Koechlin de Mulhouse, qui avait déjà établi des plans. Im Grunde genommen war das die Idee, die dann 1919 im Friedensvertrag von Versailles dann auch als erste ins Blickfeld geraten ist. Das war eine brutale Methode. Wir sehen ja, Rhinau wäre dann auf die Insel gefallen, Schönau wäre platt geworden
Und es war auch klar, dass rechtsrheinisch im Oberland an der Hart, wo die Kiesböden sind, die Landwirtschaft einparken kann. Und dort hat man dann schon einen Plan gemacht, wo an der Kranbermündung ein Bewässerungskanal runterzieht bis nach Regel und dann wieder hier in den Kanal zu fließen. Oui, donc ça c'était un premier projet qui consistait donc à avoir ce canal en parallèle du Rhin, qui serait venu en parallèle de Cuba jusque vers Strasbourg, et donc qui aurait fait complètement disparaître Chenot. Par exemple, les rhinos se seraient retrouvés du côté est du canal. C'était un des avant-projets qui aurait eu aussi comme conséquence sur un gros impact sur la nappe phréatique. Der französische Staat beginnt 1930, 1932 mit der Verwirklichung dieses ursprünglichen Planes. Der beginnt oben beim Merkt, wo dieses Stauwerk steht, und es kommt zunächst zum Bau der Staustufe in Kemps. Oui, donc les premiers aménagements concernent justement le barrage de Kemps actuellement, donc très en amont. Mehr geschieht nicht vor dem Zweiten Weltkrieg. Donc c'est tout ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'aménagement très en amont. Es geht dann erst 1952 weiter mit der Fortführung linksrheinisch Richtung Breisach mit dem Kraftwerk in Obersheim. Oui, donc ça a été, par la suite, ce projet a été concrétisé, donc a repris après la guerre, en 1952, avec l'aménagement du barrage d'Ottmarsheim. Und so sah dann der Rhein aus, in der Höhe von Augen oder von Schliegen oder von Lichtstein. Et voilà comment se présentait le Rhin suite à ces aménagements. Es war dann alarmierend, dass Rajouter, justement, Suzanne, le premier barrage a été construit parce que la navigation devenait impossible pour remonter le Rhin parce qu'il y avait la barre d'Istein où le plancher. Oui, disons le substrat à fleurs au niveau de. Donc, et à l'époque, quand on était jeune, il y a les remorqueurs remontaient le Rhin avec 6 ou 7 bateaux accrochés derrière. Arrivé à la barre d'Istein, ils devaient décrocher tous les bateaux et les remonter un après l'autre. Puisqu'il n'y avait plus assez d'eau. Le substrat à fleurs, pratiquement à fleurs d'eau, quoi. Et donc, il fallait reconsidérer tous ces plans. die Rettung der rechtsrheinischen Landschaft kommt dahingehend, dass es bei Frankreich ein starkes Interesse bestand, die Mosel befahren zu können, mit der Kohle von Lothringen und so weiter. Und dass die Mosel kanalisiert werden konnte, wurde, kommt zum Startvertrag zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland, da unterschreibt noch der Bundeskanzler Adenauer, wo es dann eben zu dieser Übereinkunft kommt, dass der Rhein-Seitenkanal, so wie er konzipiert war, durchgehend von Merkt bis Straßburg ab Breisach nicht mehr auf diese Weise weitergebaut wird. Oui, donc il y a eu un contrat international incluant aussi donc, la canalisation de la Moselle, auquel était aussi associé entre donc, la France, le Luxembourg et l'Allemagne. Et dans ce contrat, pour signer par Adenauer, il est prévu justement de ne pas concrétiser ce premier plan et de mettre en place le Grand Canal d'Alsace en parallèle que jusqu'au niveau de Brisac. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg geht es dann eben weiter mit dieser sogenannten Schlingellösung. Oui, après la Deuxième Guerre mondiale, donc on a opté pour la solution des biefs en feston. Ja, die Situation bei Schönau. Ici, la situation au niveau de Schönau est mieux. Und nun kommt es zum Bau des Kraftwerkes Rhenau. Oui, donc une prise de vue du chantier de Rhino dans les années 60.
pour vous imaginer un peu l'ampleur de l'impact des centaines et des centaines de hectares de forêt qui ont dû être déboisés. On pourrait, si on compare actuellement donc, tout ce qui est déforestation en Amazonie, nous on proteste, mais à l'époque personne ne se faisait de soucis par rapport à ces déboisements, donc c'était vraiment un chantier titanesque. Nachdem 1961 die Staustufe zwischen Borgheim bis Magelsheim errichtet war, kommt es jetzt hier dann in der Folgezeit zum Bau des Seitenkanals. Et donc les travaux pour ce site, c'était à partir vers 1960 jusqu'à 63. Hier von Schönau Richtung Weißwein rüber fotografiert. Erste Baumaßnahmen sind erkennbar. Prise de vue au niveau de Chenot. Ja, so geht's zu. Dem einen oder anderen wird es noch denken. Certains d'entre nous se rappellent peut-être encore de ces paysages. Marcel. La grue qui est là, elle a été. Ils ont fait venir, je ne sais plus, de l'endroit de la France. C'est vraiment pour ici. Elle est en Der Brand, den man da auf der dritten Seite sieht. Ça, c'est une petite. Ja. Einer der größten Kräne von einer ganz anderen Ecke von Frankreich hierher gefördert. Ja. Ja, der Schleusenbau. Les écluses, la mise en place des écluses. Nochmals. Vous voyez un peu l'impact sur le paysage. Generatorenraum. Oui. Mise en place des Vous voyez un peu l'échelle, la personne à gauche, l'échelle de la turbine. Propeller an der Kaplan-Turbine. Die Gesamtleistung ist 152 Megawatt. La puissance, c'est 152 mégawatts. Jahresleistung 950 Millionen Kilowattstunden. Oui, par an, c'est à peu près de l'ordre de 1 million de kilowattheures. Das ist wohl in Magelsheim. Das war mal nicht so klar. L'intérieur. Nun zu den Folgen, die auch bei der Schlingenlösung erkennbar wurden. Eben die Folgen, dass der Grundwasserstand rechts des Rheins, vielleicht auch links des Rheins, trotzdem abgesunken ist. Denn der Grand Canal, da lief ja in einem abgedichteten Flussbett. Und da wurden eben Maßnahmen ergriffen, um mindestens mal einigermaßen den Grundwasserstand beidseits des Rheins zu stabilisieren. Et donc, une des conséquences de ces travaux et donc la mise en place du Grand Canal d'Atlas, c'était donc l'abaissement de la nappe phréatique. Et pour compenser, ou essayer de compenser un peu cet abaissement, on a dû mettre en place ce qu'on appelle des barrages, des seuils agricoles sur le cours du Vieux-Rhin. Deutsche Name dafür war Kulturwehr. En allemand, c'est Kulturwehr, c'est l'équivalent de seuil agricole. Und solche Anlagen gibt es 3, das wissen Sie ja, 3 zwischen Schönau und Rhinau. Oui, entre Chenot et Rhinau, il y en a 3 au total. Der Nachteil scheint zu sein, das ist mittlerweile bekannt, dass in diesen relativ ruhigen Bereichen oberhalb dieser Stauhaltungen sich Schlamm ansammelt und im Grunde genommen den Boden des Stroms zum, wie Sie sagen, Leichentuch für Organismen macht. Une des conséquences, ces barrages, ces seuils agricoles captent pratiquement tous les sédiments qui s'accumulent en amont et qui provoquent un envasement progressif. Donc il n'y a pratiquement plus de courant pour évacuer de nouveau ces sédiments qui se sont déposés.
Und so kommt es dazu, dass diese Art und Weise der Behandlung des bisherigen, des alten Rheinstroms in irgendeiner Weise mit der Ile de Rhinaud zusammenhängt und neuere Überlegungen gehen in die Richtung, da vielleicht noch Positives zu erreichen. Oui, donc ces seuils agricoles sont bien sûr connectés directement avec l'île du Rhino. Là, donc pour la genèse de l'île du Rhino, vous voyez, devinez donc le lit du grand canal d'Alsace quand il était encore à sec et l'emprise de ces travaux. Il y a juste quelques zones, entre autres le Schafteil, une partie du Schafteil qui ont été préservées, c'est-à-dire qui n'ont pas été déboisées. Le reste, ces zones ont complètement disparu, donc ont été déboisées à l'époque pour les travaux. Dieses Bild hier soll Ihnen zeigen, wie es aussah nach dem Sturm Lothar. Um 2000 rum, dann lag alles. Ja, jetzt geht's. Oui, donc nous avons vu à quel point donc ce secteur a été soumis à des chamboulements successifs et donc on en vient maintenant à la création de la réserve naturelle il y a 30 ans où on espère, donc le constat c'est que la nature progressivement reprend ses droits. Tous ces grands travaux au départ avaient été réalisés sans vraiment prendre en compte les impacts sur l'environnement et la biodiversité. À l'époque, personne ne faisait des études d'impact qui sont requises actuellement pour n'importe quelle intervention. Et on doit vraiment aux naturalistes de l'époque d'avoir sensibilisé, d'avoir pris conscience de ces pertes irrémédiables qui ont été causées par ces travaux. Certains d'entre vous connaissent certainement le professeur Carbonet, qui a plus de 90 ans, qui habite d'ailleurs à Dortmund. Et c'était vraiment un des grands précurseurs qui, sur le plan scientifique, avait documenté ces forêts. Et c'est un peu assez naturaliste, et peut-être aussi aux pêcheurs qui se rendaient compte de ces impacts. Qu'on voit le fait de savoir que vraiment, ce qu'on a là sur place, c'est vraiment un patrimoine qui est lieu de protéger. Et c'est grâce à ça, donc, à ces précurseurs, que les premières réserves ont été réalisées. D'abord celle du Taurisme du côté allemand en 1979, puis les réserves naturelles rhénanes du côté français, dont l'île de Rhino il y a 30 ans. Et donc la réserve naturelle de l'île de Rhino, en fait, elle concerne surtout la partie sud de l'île de Rhino. La partie nord n'a pas le statut de réserve naturelle, bien qu'elle ait un certain statut de protection. Et donc la gestion du site a été confiée au Conservatoire des sites alsaciens. Donc ce site inclut une mosaïque de milieux alluviaux, encore partiellement inondables. Bon, c'est plus comme le Rhin d'antan, hein, mais une certaine partie peut encore être inondée occasionnellement. Il s'agit de zones boisées, des eaux phréatiques, de roselières, mais sur l'île, on a aussi des milieux secs, quand on pense au talus des digues. Et les inventaires floristiques et faunistiques qui ont été mis en place grâce à la réalisation de la réserve naturelle de Rhino ont conforté l'importance de ce site, même au niveau européen. Donc, pour tout ce qui est, c'est vraiment un joyau de biodiversité, et les travaux du professeur Carbonet ont d'ailleurs révélé à quel point ces forêts, on y dénombre plus que 40 espèces de ligneux, d'arbres, donc c'est une des forêts, donc ce petit restant du Schafteil, je ne sais pas si vous le connaissez, avec la plus grande diversité en Europe. Et donc, outre une protection intégrale pour la forêt, la gestion cible aussi, donc, tant que possible, donc une réhabilitation de sa fonctionnalité hydrologique. Donc, il y a eu des projets mis en place et accompagnés, aussi en partie financés. La commune de Rhino est aussi associée, donc pour rendre un peu
rétablir cette fonctionnalité hydrologique. Wie geht's weiter? Et donc pour l'avenir, en fait, Status quo oui, c'est la situation actuelle. oder Je trouve le texte, non. ja. Donc, il y a un projet qui est en cours, donc de revoir si c'est ce qu'on peut faire. Donc, le projet Rhin-Essence, auquel sont associés le terrorisme et puis les communes environnantes. Ouais. Et donc, parmi les grands enjeux pour l'avenir, c'est de voir est-ce que le lit du Vieux-Rhin, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui pour un peu le redynamiser. Bien sûr, il y a tellement de contraintes qu'il ne faut pas se faire d'illusions qu'on ne retrouvera jamais la situation qu'on pourrait avoir avec un fleuve naturel. Mais n'empêche qu'il y a différents scénarios pour voir à quel niveau on peut encore mettre un peu plus de dynamique. Le tout dépendra aussi des concessions par rapport à EDF. Est-ce qu'il y aura plus d'eau qui pourra circuler? C'est ça un des éléments principaux. Est-ce qu'on pourra ramener un peu plus d'eau dans le Vieux-Rhin? Et donc, j'ai mis une vision pour 2100. Ce serait un rêve pour les naturalistes, mais ce sera évidemment pas réalisable à ce point. Donc, mais peut-être que par étape, on pourra contribuer à renaturer une partie du Vieux-Rhin. Et c'est sur ces images qu'on va conclure. Ja. Also, ja, mit dem mit der Zeichnung meines Lieblingskünstlers Tommy Mungerer möchten wir uns bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Und Thomas